Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Gilbert Collard, qui publie un nouveau tome d'Indéfendables Mémoires aux éditions Mareuil. Bonjour Gilbert Collard. Voilà. Oui, bonjour. Ah, passionnant. Je vais vous dire, d'abord, vous commencez le livre, vous expliquez, vous rappelez que ni les hommes ni les actes n'avouent jamais tout. On le découvre Ah ouais. d'ailleurs à travers toutes ces anecdotes. Et vous terminez le livre en expliquant que finalement tout évolue, tout change, et d'abord la loi. Et donc il ne faut jamais conclure. Moi, ça me laisse penser, finalement, est-ce que la justice de l'homme n'est-elle qu'une pièce de théâtre avec un décor qui évolue? Si on fait de l'histoire judiciaire, on est bien obligé de l'admettre, hein. La justice d'aujourd'hui, dans son apparence, n'est pas la justice d'hier, mais la question angoissante qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que les juges d'aujourd'hui sont différents des juges d'hier? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il leur manque aujourd'hui la transcendance, hein. Euh, ils sont, ils sont bien seuls à juger, hein. Ils jugent sans aucune transcendance, ni de la loi, ni d'une inspiration supérieure, hein. On est maintenant dans l'ère du matérialisme judiciaire. Est-ce que c'est mieux? Je le crois pas, franchement, hein, je le crois pas. Euh, je, je préférais l'époque où le juge avait le sentiment quand même, ce qui s'accompagnait souvent d'une prétention un peu détestable, mais avait le sentiment quand même de pas faire un métier, mais d'accomplir une mission. Est-ce que cela signifie qu'au moment de ce jugement, le juge peut peut-être parfois se dire qu'est-ce que Dieu pensera de mon jugement? Ah mais ça, moi je l'ai dit à plusieurs juges. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des personnes du reste charmantes, hein. Ancien président de cour d'assises, ancien président de tribunal correctionnel. Quand on est retiré des affaires, on a de très bonnes relations avec tous ces magistrats à la retraite, hein. Et je leur disais, vous savez, s'il y a un juge suprême, d'être juge, ça va être difficile, hein, parce que êtes-vous sûr de ne vous être jamais trompé? Avez-vous toujours bien jugé au regard de la victime, hein, d'abord, hein, avez-vous toujours bien traité les victimes? Et je faisais remarquer à mes amis que dans l'Évangile, le Christ, il n'est pas tendre avec les juges, hein. Je me suis régalé avec votre livre Indéfendable Mémoire parce que d'abord vous racontez votre enfance déjà, Marseille, vous racontez ce qu'est Marseille, ensuite vos Ouais. études à Toulon parce que là c'était à l'abri de tout cela. Et puis il y a cette anecdote quand même amusante que pour aller chercher vos clients quand on est avocat, et ben on va dans les bas-fonds et on va dans les bars à putes, quoi. C'est à peu près ça au début. Ah ben oui, mais alors je sais pas comment ça se passe maintenant, mais la génération des pénalistes, sans se compromettre, attention, hein, Bien sûr, parce oui, que non, mais c'était pas ce que je voulais dire, vous m'aviez compris, oui. non, 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 j'ai compris, parce qu'on se retrouvait avec des magistrats, avec des journalistes, et il fallait aller, oui, chercher les clients dans les boîtes de nuit. Oh, c'était pas désagréable, hein, c'était un peu une vie à la Kessel, vous voyez, hein. C'était une époque où les boîtes de nuit, les restaurants, tous ces endroits étaient des lieux où on allait pêcher le client. Ouais, c'est vrai. Et votre livre, c'est parfois il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, presque à chaque page. Un jour, vous êtes avec un malfrat qui maquille sa moto et vous lui dites, est-ce que vous avez bien conscience que vous êtes en train de maquiller une moto volée? Le gars, il a une Ouais. réponse exceptionnelle en disant, oui, et il vaut mieux la maquiller pour pas qu'on la reconnaisse. Oui, c'est ça, oui. Mais la vraie vie est pleine de, comment pourrais-je dire, la fiction est pauvre par rapport à la réalité, hein. La, la réalité, elle est bien plus inventive, bien plus ironique, bien plus drôle, bien plus tragique que la fiction, souvent, hein.
Alors, dans ces portraits d'hommes que vous avez défendus, de voyous et du beau, hein, ça, il y a un tableau d'honneur hein, défendu par Gilbert Ouais. Collard. Eh ben, moi, dès que j'ai lu, je suis parti avec ce tableau de chasse suivant dans mon cerveau. Je me suis dit, je vais essayer de voir si ces voyous sont vraiment des voyous, s'il y a quand même quelque chose d'humain derrière. Eh ben, il y a toujours quelque chose d'humain finalement, même dans ce trafiquant de drogue avec ses 250 kilos qui fait des traversées vers les États-Unis. Le type, il est simplement passionné par la mer, il navigue et il est Ah tellement oui. passionné que vous dites qu'il aurait été caravanier d'esclaves, ça aurait été pareil. Ah ben oui. Là, vous faites réillusion à ce grand trafiquant de drogue, hein, l'un des trafiquants historiques, enfin trafiquant transporteur, on va dire, hein, de drogue, qui avait un nom du reste prédestiné, comme quoi la psychanalyse des noms, elle a quand même son intérêt. Il s'appelait Boucan. Vous vous rendez compte, pour un commandant de bateau s'appelait Boucan, pour un vrai boucanier en plus. Bon, oui, lui, il était prêt à tout expliquer, le pire, et ça le justifiait parce qu'il voulait simplement naviguer. Voilà. Il aurait vendu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Alors c'est pas une excuse, hein, c'est simplement une explication. Hein, Oui, bien sûr. on est bien d'accord là-dessus. Hein, pour le plaisir vital, hein, le besoin essentiel de naviguer. Et ça en a fait un énorme trafiquant de drogue. Vous dites la psychanalyse des noms, je pense à vous. Colère, vous êtes un homme qui était destiné à être en colère finalement, en permanence. Ah oui, colère, ça veut dire colère, oui, bien sûr, oui. C'est la psychanalyse C'est bien des la noms. colère, c'est bien, ça maintient en forme, hein, ça maintient en forme, oui. Ouais, souvent les gens qui étaient en colère ont vécu très longtemps. C'est vrai. Ah ben merci, il y a une aimable, je vais pouvoir casser les couilles encore très longtemps, c'est bien. Oui, alors je parle de ces assassins, de ces juges. Alors, il y a la grande affaire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai regardé. Je me suis précipité vers ce chapitre. C'est sur le temple solaire, tellement ça nous a tous marqués. Cette secte de cinglés, mais tellement bien organisée, où le mec avait presque un costume pour faire illusion. Et ce qui est aussi incroyable, Gilbert Collard, c'est qu'il a bluffé le gratin de la société, le haut du panier. Oui. Ce qui veut dire que les charlatans d'idées, hein, et on en a aujourd'hui, hein, et on en voit, hein, peuvent tromper n'importe qui. C'est-à-dire, on peut être polytechnicien et se laisser embarquer. On peut être médecin et se laisser raconter. Je veux dire, il n'y a pas de personne n'est à l'abri du processus sectaire et excusez-moi du néologisme, hein, et conifiant, quoi. Vous voyez, il y a pas rien ne protège réellement de la manœuvre sectaire, quoi, des manipulateurs, des astrologues fictifs, des menteurs, des tricheurs, des truqueurs. Et l'époque le montre bien, hein. L'époque le montre bien, quand on voit que souvent on porte au pouvoir le plus charlatan. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pour ça que je ris, voilà, on a tout de suite compris, Gilbert Collard. Voilà. Non, mais alors, sur cette affaire du temple solaire, c'est très important parce que, en réalité, je n'arrive pas à trouver une vérité. Parce que on pourrait avoir l'approche en se disant ce sont que des charlatans et des clowns qui ont fait illusion et que voilà. Mais derrière, il y a quand même des gens qui en sont sortis, vous le dites, qui ont dû subir vraiment par l'Église des rites de désenvoûtement. Et très sérieusement, est-ce que peut-être ces gens étaient le diable? Est-ce que le diable, ce n'est pas ça, toutes ces sectes? Moi, je crois. Alors, dans mes indéfendables mémoires, c'est un fil conducteur que je ne souligne pas parce que je ne veux pas non plus forcer le trait, mais qui sait lire le comprend. Je crois à la présence maléfique. Hein. Je crois au mal archaïque. Hein. Voilà. Je suis persuadé que il y a un long cordon du mal qui se
qui se déroulent dans des existences maléfiques. Là, je rappelle quand même que l'un des fondateurs du temple solaire, hein, Dimambro, était originaire de Pont-Saint-Esprit et qu'il avait connu les fameuses journées délirantes et folles de Pont-Saint-Esprit, hein, où la ville avait été possédée. Alors bon, on a su par la suite que c'était dû à une intoxication, mais il y a eu des scènes diaboliques, hein, et l'un des fondateurs du temple avait à l'époque que 12 ou 13 ans. Donc je raconte dans le livre des scènes diaboliques, hein. Gilbert Collard, voilà. Avec des femmes toutes nues dans la rue, dans les années 50, c'est ça, qui se masturbaient, on va dire clairement, voilà, qui se défenestraient, qui se masturbaient, qui faisaient l'amour, un truc de fou, quoi, apocalyptique. Ah oui, Sodome et Gomorrhe. Des scènes diaboliques, voilà. Et alors, c'est quand même extraordinaire que l'enfant qui a vécu ces scènes devienne plus tard l'inventeur du temple solaire et l'un des co-organisateurs des suicides collectifs. Ce qui est intéressant, c'est que vous le dites avec prudence parce que vous êtes un homme de notre temps et raisonné, vous dites on a su plus tard que c'était une intoxication alimentaire, donc ce que la science dirait, sont des cinglés, ils sont devenus fous par cette intoxication alimentaire. Mais cela n'exclut pas le fait que l'intoxication alimentaire, dans ce mystère qui soit venu pour rendre la ville possédée, il y ait aussi l'âme du diable. Cela n'enlève pas l'autre théorie, finalement. Et sous l'apparence de la raison, peut exister la déraison. L'erreur que nous commettons toujours, c'est de croire que à partir d'une explication scientifique, on s'est débarrassé des explications qui ne le sont pas. C'est une folie, c'est une aberration, ça. C'est pas parce qu'on a une explication scientifique que n'existe pas quelque chose d'autre qui est d'un autre ordre. Avez-vous, au fil du temps, évolué sur cette interprétation ? Laquelle, pardon ? Sur le fait qu'il n'y a pas que la science, il y a d'autres choses qui nous dépassent. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, trentenaire, quadra, Gilbert Collard, vous rejetiez cela. Voilà, c'est ça. Je ne m'en rendais pas compte, absolument pas. Non, il faut beaucoup de recul, beaucoup d'expérience pour arriver à comprendre que il se cache des choses. Voilà, le crime nous dit beaucoup plus que ce que le crime nous dit. Et malheureusement, on n'est pas capable, et aujourd'hui encore moins qu'hier, hein, d'entrer dans l'incroyable mystère insondable du crime. Vous voyez, on vient de juger l'affaire Jubilard. Personne n'y comprend, ou la meurtrière de Lola. On va la juger. Et la justice, c'est de la comptabilité qu'on n'aura pas compris pour autant. Hein. D'ailleurs, vous le dites clairement, parce qu'en fait, notre civilisation, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle a changé ou non, quand vous évoquez la folie humaine dans les drames, les formes humaines que tout cela peut entraîner, notamment les dangers que court notre civilisation sur le plan mental et les signes qui les annoncent, comme si les choses s'aggravaient avec le temps. Écoutez, alors je vais revenir à l'idée qui traverse toute la narration dans le livre, hein, c'est qu'il n'y a plus de transcendance. Je veux dire qu'il n'y a même pas une transcendance laïque. Il n'y a même pas une transcendance laïque. Les jugements sont rendus d'une manière administrative. Les procès ne vont pas au fond des choses. Enfin, je veux dire que dans tous les domaines, politiques, judiciaires, scientifiques, même médicales, il n'y a plus de transcendance. Mais je ne parle pas forcément d'une transcendance métaphysique, religieuse. Non, je parle d'une transcendance, je vais oser le terme, comportementale. Alors, vous dites c'est rendu de façon administrative, comme s'il y avait un tableur Excel avec tu as fait ça, ça vaut tant, alors que on a le sentiment que justement c'est rendu de façon presque transcendantale, mais de façon idéologique. C'est ce que le grand public croit parfois, à l'inverse.
Mais oui, parce que la transcendance a été remplacée par l'idéologie. Hmm. Voilà, c'est ça qui est dramatique, quoi. Là où le juge se disait, mais comment puis-je trouver la vérité, le juge se dit, dans mon répertoire d'idées toutes faites à la Bouvard et Pécuchet, quels éléments me permettent de répondre à cette question. Voilà, c'est dramatique. Et j'essaye, à travers les affaires que j'ai vécues et que je raconte, hein, je crois honnêtement, hein, de montrer tout ça. Hein. Et de façon drôle en plus. Vous le faites de façon drôle. Oui, ça c'est merci de dire. Oui, il vaut mieux m'écouter. Il vaut mieux en rire. Hein. Gilbert Collard, on sait que tout le monde a le droit à une défense, chaque être humain, même le plus pourri des pourris. Mais est-ce que le plus pourri des pourris est toujours le plus pourri? Parce qu'il y a aussi la vindicte populaire qui déforme aussi beaucoup de choses, qui amplifie même des fausses informations. Mais souvent, dans la vindicte populaire, on a des hommes et des femmes plus pourris que le mec que la vindicte populaire poursuit. Rappelez-vous, dans l'affaire Patrick Henry, il était dans la foule, il réclamait la peine de mort. C'était lui l'assassin. Oui. Quelle fourberie, quelle comédie. Terrifiant théâtre que le crime, c'est ce que je raconte, quoi. On ne peut qu'avoir peur. Je sais pas quelle impression vous avez eue en terminant le livre, mais on a un sentiment, l'humanité fait peur, quoi. C'est la raison pour laquelle, quand il n'y a pas des encadrements, quand il n'y a pas des enseignements éthiques, quand il n'y a pas une métaphysique même laïque, hein, on est foutu, quoi. Hein. Vous me demandez quel a été mon sentiment après avoir terminé ce livre. À l'inverse de vous, l'humanité ne me fait pas peur parce que l'humanité, finalement, elle est normale. Le jour, la nuit, le froid, le chaud, le bien, le mal. Oui, c'est une manière de survivre. Oui, je peux comprendre. Moi, l'humanité, elle me fait peur. Voilà, parce que on n'a peut-être pas fréquenté la même humanité aussi, c'est possible. Hein. Oui, mais elle vous a fait une belle vie quand même, Gilbert Collard, l'humanité. Ah oui, oh là là, moi j'ai fait des voyages extraordinaires dans toutes les vies. Et je remercie le ciel de m'avoir donné ce moyen de pénétrer dans des vies incroyables, inimaginables, et d'avoir fréquenté aussi quand même toutes ces victimes, quoi, dont la souffrance est une réalité qu'on méconnaît trop souvent. On ne sait pas ce que c'est que la souffrance d'une victime. Hein. On ne sait pas ce que c'est, quoi. Je veux dire, quand je revois les proches des victimes, j'ai un sentiment de tristesse et de détresse, quoi, qui continue. Hein. Alors, dans vos clients, Gilbert Collard, vous avez défendu pas mal de personnalités, des vrais criminels, des gens qui ont tué, qui ont menti pour tuer, enfin voilà, des caricatures de criminels, mais vraiment diaboliques, puis aussi des gens comme, on va dire, Richard Virenque, etc., ou Charles Pasqua. Est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'implique cérébralement, voilà, quand on défend Richard Virenque qui dit « je me suis pas drogué, je me suis pas dopé », pardonnez-moi, mais qu'il le soit dopé ou pas dopé, il n'a pas commis quand même des crimes, des grandes abominations. Il a menti, il a truqué, voilà. Ça se défend, quoi. Mais quand c'est un vrai criminel, comment le cerveau se place pour le défendre, justement? Ah, ça devient très, comment on pourrait dire, très rhétorique. Très rhétorique, ça devient un combat. Voilà, la seule justification que l'on se donne, c'est qu'on est seul contre une machine gigantesque. L'accusé, quelle que soit l'horreur de son crime, il a la seule chose pour lui, entre guillemets, tout ça bien sûr, hein, dans l'horreur, hein, c'est qu'il est seul. S'il n'a pas d'avocat, il est plus seul que seul. Il y a le procureur contre lui, il y a le juge d'instruction contre lui, il y a l'appareil de la police contre lui,
Il y a l'opinion publique, c'est justifié du reste, contre lui. Souvent, il a sa propre famille contre lui. Il est seul, quoi. Il est seul. Et s'il n'y a pas d'avocat, eh ben, il est plus seul que seul. Donc, on se dit qu'on est une présence d'opprobre. Mais on est là. Voilà. Alors, je vais terminer cet entretien avec une dernière question c'est une réflexion que je vais vous soumettre avec une très grande prudence, mais je peux le faire parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous savez faire la part des choses. Dans les attaques qu'il peut y avoir parfois contre les juges, vous avez aussi défendu quelqu'un qui était soupçonné d'avoir tué un juge, vous êtes remonté, vous êtes allé le voir jusqu'à Chypre, etc. Ça a été très compliqué. On va pas revenir sur le fond de l'affaire, mais on voit dans l'actualité en ce moment des gens qui veulent s'attaquer à des juges. Alors, dans ma réflexion, je ne cautionne absolument pas les attaques verbales, etc., contre les juges, mais je réfléchis simplement sur le plan philosophique. Est-ce que quand on a le sentiment que le juge a été impartial, qu'il a fait son travail, même s'il vous a donné un bon coup de poing et qu'il vous a foutu en tôle, que dans votre âme, vous sentiez que vous méritiez cette tôle, vous l'acceptez, vous pouvez croiser le juge 50 ans plus tard au coin d'une rue, vous avez peut-être changé de trottoir ou le saluer, et puis c'est tout. Mais vous savez que dans votre âme, vous aviez mérité cela. Mais quand on a le sentiment qu'il y a une partialité politique, un règlement de compte, alors là, la haine peut rester. Je suis très prudente dans ma question, mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. Oui, je comprends tout à fait. Je le dis dans le livre, je raconte à un moment donné une confrontation entre le juge Pierre Michel et Jean Jehan, qui était un capo di tutti capi, qui était un des patrons de la mafia, qui s'était fait arrêter à l'âge de 80 ans, que l'on voit dans le film French Connection, dans le métro de New York, prendre la peine de dire au revoir aux agents du narcotique bureau qui le filent, parce que crie-t-il, le français toujours poli. Bon, je raconte que Jean Jehan avait dit au juge restez à votre place, soyez poli. Ce qui fait que la sentence souvent est acceptée, c'est la politesse. Ça paraît incroyable, quoi, mais c'est la manière de se comporter, quoi. Si le juge n'est pas, comme le disait Voltaire, hein, de ce magistrat qui avait fait condamner Calas, épris de lui-même, la sentence, même si elle est injuste, peut être tolérée. Maintenant, si elle est prononcée avec arrogance, avec partialité, avec parti pris, elle ne peut pas être acceptée. Elle peut pas. Ce serait mentir que de dire que le condamné l'accepte. C'est pas vrai. Il ne l'accepte pas parce que il sent qu'il n'y a pas la justice, qu'il y a le règlement de compte. C'est très différent. Ce que vous venez de dire, Gilbert Collard, c'est une leçon d'histoire aussi. Parce qu'il y a la chanson de Goldman sur cette ville imaginaire, si j'étais né en 17 à l'Edenstadt, le traité de Versailles, l'humiliation. Ouais. Dans l'histoire, quand on humilie l'adversaire, on ne lui laisse plus rien, il se venge après. Ah, voilà, vous m'avez compris, voilà. Et je cite une phrase d'Étienne Secaldi, un type bien, qui a été un ami, que j'ai beaucoup connu et que j'aime bien. Je sais pas ce qu'il est devenu, hein, mais un magistrat de qualité, de gauche, hein, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des sympathies, vous voyez. Et interviewé, il disait, mais un magistrat, il doit être capable, et il ajoutait, c'est cynique ce que je vais vous dire, mais il doit être capable de condamner quelqu'un à mort avec politesse. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Vous avez compris? Oui, exactement. Merci Gilbert Collard de nous avoir parlé de votre nouveau livre indéfendable, Mémoire. Le tome 2 vient de sortir. C'est publié chez Mareuil. Merci Gilbert Collard. Merci, au revoir.